L'adolescence est un moment très sensible et le taux d'actes suicidaires est particulièrement élevé chez les jeunes. Alors, les premiers travaux sur l'adolescence voient le jour essentiellement dans les années 1960. Et à ce moment-là, André Heim met en évidence les résistances de l'adulte qui s'occupe d'adolescents. Même quand il est spécialiste de la santé mentale, la question du suicide chez l'adolescent le met face à la peur de l'adolescent lui-même et de la mort. Et donc, il questionne tout particulièrement, dans son livre publié en 1969, comment accepter qu'un jeune, qui est chargé de personnifier la joie de vivre, veuille se donner la mort. Le vécu de l'adolescence pourrait en lui-même potentialiser le geste suicidaire. Les idées de mort sont en effet particulièrement fréquentes à cette période, et le passage à l'acte apparaît comme une défense contre les réémergences pulsionnelles propres à ce moment. Les remaniements identitaires exposent à l'expérience de la perte et pourraient favoriser le passage à l'acte suicidaire. Par les idées ou par les actes, l'adolescent manipulerait la mort avant tout pour chercher à maîtriser des événements existentiels qui le dépassent. Son désir, mêlé de crainte, de prendre son indépendance et donc de s'éloigner de ses attaches infantiles, peut susciter des angoisses insupportables. Et c'est ce que l'agir tente de conjurer. Mais bon, malgré tout, considérer l'adolescence comme un facteur suicidogène ne suffit pas, puisque tous les jeunes, heureusement, ne passent pas à l'acte. Parmi les facteurs antisuicidaires, André Heim met en avant ce qu'il appelle la mouvance, donc le fait de bouger, de se mouvoir, c'est-à-dire la manifestation de l'énergie libidinale, particulièrement intense à l'adolescence. Paradoxalement, ce facteur peut favoriser la tendance au suicide, comme Balzac en avait déjà eu l'intuition, ou au contraire s'opposer à celle-ci. La mouvance se manifeste en effet par le rapide changement de préoccupation de l'adolescent. Les désirs passent d'un extrême à l'autre, ce qui fait que l'adolescent n'a pas le temps de réaliser son souhait de mort. Dès lors, ce n'est pas le processus d'adolescence qui serait facteur de suicide, mais ses éventuelles perturbations. Est suicidogène ce qui vient gêner l'action des facteurs qui empêchent tous les adolescents de se suicider, c'est-à-dire des perturbations dans la constitution du moi qui empêchent l'élaboration psychique et maintiennent l'adolescent dans une relation archaïque mère-enfant, rendant également difficile son intégration dans un groupe de pairs. À ces perturbations précoces s'ajoutent des événements actuels, comme des séparations, des deuils, des violences, etc., qui fragilisent et réveillent des traumatismes anciens. Plus tard, les travaux sur les tentatives de suicide se développent beaucoup, et depuis la Suisse, François Ladame, en 1981, apporte une contribution majeure aux travaux sur le suicide à l'adolescence. Il met en exergue les défaillances précoces d'internalisation des objets originaires et articule celle-ci à la dynamique familiale et environnementale. En associant le comportement suicidaire au raté du processus de l'adolescence, François Ladame insiste sur la sévérité du contexte psychopathologique. L'angoisse de l'adolescent suicidant serait une crainte de séparation ainsi qu'une anxiété persécutrice intense. Après une montée vertigineuse de l'angoisse,
devenant de plus en plus envahissante, les moyens de contention mentale débordent et il y a un retour à un niveau purement somatique. L'activité fantasmatique ne peut être utilisée comme tampon narcissique. Le passage à l'acte suicidaire signerait ce que François Ladame appelle l'échec catastrophique de la seconde phase de séparation-individuation, à laquelle correspond l'adolescence, telle que Peter Bloss l'a conceptualisée. La séparation complète entre la représentation de soi et celle de l'objet est entravée par des blocages précoces des processus d'internalisation. Les limites deviennent poreuses. Les interactions entre le jeune et son contexte relationnel sont perturbées du fait de fragilité de l'enfant ou de carences provenant des figures parentales, sans préjuger de la part prépondérante de l'un ou de l'autre, seules les conséquences étant observables. Au blocage des processus d'internalisation s'ajoutent des difficultés d'externalisation. L'adolescent attaque son corps propre comme un étranger. Au lieu de reconnaître une colère adressée à l'autre, l'adolescent hait son propre corps. Il semble vivre, lors de son geste suicidaire, son corps comme séparé de lui, ne lui appartenant plus. Il confond son corps avec une présence intérieure vécue comme un ennemi persécuteur, ce qui montre la porosité des frontières psychiques, autrement dit la confusion entre les représentations de soi et d'autrui. Peuvent être entendus deux désirs contradictoires. D'une part, une volonté de se défaire d'une présence intérieure torturante, vécue comme un bourreau intérieur, un véritable ennemi qui doit être éliminé. D'autre part, à un niveau plus profond, les fantasmes de plaire à cet objet haineux, ainsi que de s'identifier à lui, et paradoxalement de le blesser, peut-être moins pour le punir que pour qu'il se soucie enfin du sujet. Ainsi, ce serait une erreur d'établir une adéquation entre suicide et désir de mort. Le geste suicidaire signe plutôt un refus de vivre une certaine vie et le désir de vivre une autre vie. Quelques années plus tard, en Grande-Bretagne, Mose et Gleilofer comprennent l'acte suicidaire à l'adolescence comme signant une rupture aiguë de l'organisation d'une identité sexuelle stable, un arrêt du processus de développement. L'enfant a le sentiment d'être dans une impasse, sans aucune possibilité de se dégager d'un lien à ses parents, qu'il vit comme étouffant, ni capacité de régresser vers une position de dépendance qui pourrait le rassurer. Il arrive souvent que la tentative de suicide de l'adolescent soit immédiatement précédée d'un événement qui signe l'échec de sa tentative de dégagement d'une relation de dépendance vis-à-vis de ses parents. Aussi bien les garçons que les filles se sentent prisonniers d'une soumission insupportable, le plus souvent au père pour le garçon, à la mère pour la fille. L'agression contre le propre corps est alors vécue comme un soulagement, car elle leur permet de penser qu'ils peuvent faire quelque chose pour lutter contre leur sentiment d'impuissance. L'acte suicidaire exprimerait aussi bien une haine inconsciente contre le corps pubère qu'une tentative d'annuler un état de tension douloureux, avec l'aspiration à un sentiment de paix et de néant. La sensation d'absence d'issue,
La non-culpabilité consciente à l'idée des sentiments que sa mort pourrait susciter chez ses proches, la certitude de ne pas avoir été désiré ou aimé par ses parents, l'isolement et la soumission à des liens de dépendance, l'impulsion difficilement contrôlable sont autant de facteurs avérés de risque vital immédiat. Ensuite, en 1994, Philippe Jamet et Elisabeth Biraud, en France, ont mené une recherche très importante et ont comparé un groupe d'adolescents suicidants, un groupe d'adolescents ayant des idées suicidaires et un groupe d'adolescents tout venant. Sont ainsi mis en évidence, d'une part, le caractère transnosographique de la conduite suicidaire, d'autre part, la prévalence d'une symptomatologie confirmant la tendance à l'agir chez les suicidants. Il constate que plus les troubles de caractère, les fugues, les colères, plus de troubles du caractère, de fugues, de colères drastiques, d'angoisse et de conduite d'opposition, et moins d'idées obsédantes, moins d'inhibition relationnelle. Les bases narcissiques sont peu assurées. Chez un tiers des sujets est constatée une difficulté à se représenter eux-mêmes dans la continuité. Contrairement aux attentes de ces chercheurs, la vie pulsionnelle et la vie fantasmatique se révèlent très riches et le recours à la figurabilité est plus fréquent que celui de la mise en acte. Cette potentialité ne reflète toutefois pas nécessairement la qualité du travail de représentation des affects et de déplacement. En effet, l'émergence de fantasmes peut provoquer une excitation interne que l'adolescent n'arrive pas à contenir ni à transformer en représentation. Cette excitation peut se décharger sous une forme de comportement autodestructeur. Des liens d'agrippement à la figure parentale du même sexe prennent souvent une allure sadomasochiste. La problématique oedipienne apparaît souvent crue, les figures parentales peu différenciées entre elles, d'où la proximité de la scène primitive que l'adolescent attaque dans ses fantasmes. En tentant de se suicider, il s'en prend à l'union de ses parents et par là même à la continuité générationnelle. Dès lors, se tuer devient réaliser seul, de façon illusoire, ce meurtre de l'enfant dans le regard et les pensées des parents, dans l'espoir de les tuer à leur tour, dans leur jouissance, et tuer le fruit potentiel de cette union parentale. Ce double meurtre va paradoxalement de pair avec un vœu d'immortalité. « Oh, je n'ai pas demandé à vivre » adressé par les adolescents à leurs parents, il répond en miroir « Je peux décider de mourir ». Les transformations pubertaires modifient la relation aux adultes de l'entourage proche, parents, professeurs, etc. Bien qu'il constitue un repère ou un appui, l'adolescent peut se sentir débordé par les autres ou, en miroir, aux prises avec une menace de soumission aux autres. Il peut en effet se croire envahi, voire persécuté, si on s'intéresse à lui, mais à contrario se sentir vite abandonné si l'on ne se préoccupe pas de lui. Et ce d'autant plus qu'il doute de sa propre valeur. Ces sentiments entraînent une tension qu'il peut lui être très difficile de contenir.
Faute de ressources psychiques suffisantes, un douloureux vécu d'impuissance peut fragiliser l'adolescent. Il peut y répondre comme l'animal qui perçoit une menace sur son territoire. Pour l'être humain, être considéré comme le territoire est considéré comme le territoire tout ce à quoi il confère une valeur. Sa famille, ses croyances, mais aussi bien son club de foot, sa bande de copains, etc. C'est ainsi que Philippe Jamet propose de comprendre l'autodestruction, dont la tentative de suicide est une forme extrême. Je le cite, « Quand il se sent menacé sur ce territoire, il a tendance à vouloir reprendre activement la main sur ce qu'il a eu le sentiment de subir. Il éprouve la nécessité de se percevoir à nouveau comme acteur de sa vie afin d'éviter l'effondrement ou la désorganisation. La destructivité est la forme la plus accessible de cette maîtrise. Si le plaisir et le succès sont toujours aléatoires, comme tout ce qui est de l'ordre de la vie, car ils dépendent de la réponse des autres, le déplaisir, l'échec provoqué et l'autodestruction sont toujours sûrs, surtout quand on les provoque soi-même. Plutôt s'infliger soi-même ce que l'on craint de subir que de se le voir imposé par autrui. Ainsi, lorsque la dépendance à autrui est vécue comme insupportable, les passages à l'acte suicidaire, comme d'autres formes de conduite négative, d'autosabotage et d'autodestruction, peuvent être vus comme une tentation permanente de la maîtrise de ce que l'adolescent craint de subir. Donc, je vous renvoie pour cela à l'article de Philippe Jamet, qui est paru en 2016 dans Sciences humaines et qui s'intitule « Les comportements autodestructeurs, anorexie, scarification, mutilation sont une façon pour l'adolescent d'agir sur sa vie ». Il est également disponible sur le portail Cairn. Ensuite, Daniel Marcelli et Élise Berthaud ont également beaucoup écrit sur cette problématique à l'adolescence, et en particulier un excellent livre qui s'appelle... Je vais vous dire ça, je vais retrouver la référence. Tentative de suicide de l'adolescent, rôle de l'attitude des parents dans l'évolution au long cours. C'est un article qui est très intéressant également, qui est paru dans le Carnet Psy en 2003. Et leur livre s'intitule « Dépression et tentative de suicide à l'adolescence », paru aux éditions Masson en 2001 et régulièrement réédité. Alors, ils écrivent que quand un adolescent tente de se suicider, c'est souvent parce qu'il veut vivre, mais autrement, en cherchant à se séparer de son enfance ou à éteindre une excitation, deux envies qu'il ressent l'une et l'autre comme envahissantes. Un tel geste ne peut préjuger d'un diagnostic ou d'une pathologie mentale particulière, si ce n'est la prévalence de l'impulsivité ou d'un contexte dépressif. Notamment, un acte suicidaire doit toujours être pris très au sérieux. Il appelle une évaluation tant de la dynamique intrapsychique que des interactions familiales. Daniel Marcelli propose de considérer la tentative de suicide avant tout comme un mode de communication avec ses proches. Deux facteurs apparaissent importants pour l'évolution des possibilités de changement. La capacité de l'entourage à reconnaître la gravité de l'acte
et non à le banaliser, la capacité à accepter et à reconnaître les réalités de la souffrance intrapsychique chez l'enfant comme chez les membres de la famille, et en particulier des affects dépressifs sous-jacents au lieu de les dénier. Cette double reconnaissance concerne aussi bien l'adolescent lui-même que les parents et le consultant. La possibilité de remaniements psychopathologiques individuels et interactifs familiaux en dépend. Daniel Marcelli distingue 2 types d'actes suicidaires. D'une part, chez les adolescents ayant des difficultés à renoncer à l'enfance, l'acte est surtout motivé par le désir d'enterrer le corps infantile parce qu'il représente un obstacle à la croissance et parce qu'ils éprouvent le besoin d'attaquer les liens aux objets fantasmatiques du passé. Dans ce cas, le geste suicidaire est le plus souvent isolé, sans comorbidité autre que des troubles anxieux ou dépressifs. D'autre part, les adolescents, ne supportant pas les transformations de leur corps et les excitations psychiques associées, l'acte suicidaire vise à tuer le corps sexué et à faire taire l'excitation pubertaire envahissante, réveillant les désorganisations antérieures précoces. Ces actes suicidaires s'accompagnent généralement d'autres symptômes avec une comorbidité importante, consommation de produits, troubles des conduites, etc. Dans les 2 cas, la réponse apportée par les parents est déterminante. La reconnaissance des affects et de la gravité du geste permet un travail d'élaboration des adolescents et une transformation progressive des interactions familiales. A contrario, des affects et la banalisation, le déni des affects et la banalisation du geste suicidaire fige la situation et vise inconsciemment à empêcher la séparation et à maintenir l'adolescent dans la dépendance et la disqualification. Le déni et la banalisation, dont l'objectif secret est l'absence de changement, entraînent un risque important de récidive, devenant un instrument de surveillance des parents en miroir du contrôle exercé par ces derniers. Ainsi, l'acte suicidaire est compris comme un langage sollicitant l'entourage. Les réponses déterminent l'évolution ultérieure. Par la suite, les travaux de Xavier Pomeroy se révèlent extrêmement stimulants. Il a publié en 2001 également un livre qui s'intitule « L'adolescent suicidaire ». Et il constate en particulier que la forme des conduites suicidaires de rupture varierait entre les garçons et les filles en situation de mal-être. Il propose une réflexion sur les différences entre les garçons et les filles dans le choix des moyens suicidaires. D'après lui, il existerait une même proportion d'adolescents et d'adolescentes connaissant des états de souffrance psychologique comparables. Ce sont les symptômes, les comportements les traduisant qui diffèrent d'un sexe à l'autre. La cassure masculine est distinguée de l'évanouissement féminin. Ayons d'abord en tête 2 points essentiels. D'une part, si les troubles se cumulent ou apparaissent précocement, avant l'âge de 15 ans, ils sont de mauvais pronostics, surtout en l'absence de prise en charge. D'autre part, le fait qu'un adolescent développe des conduites agies typiquement observées chez l'autre sexe
doit être considéré comme un facteur de gravité supplémentaire sur le plan psychopathologique. Les garçons qui vont mal illustrent le verbe casser selon diverses acceptions. Rompre brutalement une relation sentimentale, briser son image, commettre des actes antisociaux, laissant des traces ou des comportements ordaliques, sont autant de conduites de cassure ou de rature. Pour se suicider, les garçons recourent souvent à des moyens violents, le plus souvent par balle ou par pendaison. Cette brutalité vise à mettre en scène une puissance phallique assimilée à de la masculinité. Tout échec et reculade est en effet perçu comme lâche et méprisable. S'exhiber raide, à jamais au bout d'une corde, ou faire gicler sa souffrance à la face du monde, constituent des représentations masculines répandues du triomphe suicidaire. A contrario, les filles manifestent leur souffrance par des comportements davantage de l'ordre de l'effacement ou du retrait. Fugue, absentéisme scolaire, apaisement à travers une prise de calmant sont autant de moyens qui mettent en scène l'évanouissement au sens propre ou figuré. Elles ont moins souvent recours à des actes violents parce qu'elles désirent préserver, même dans la mort, leur intégrité physique. Ainsi, à la différence des garçons, les filles optent davantage pour un moyen suicidaire non traumatique, mues par une envie de disparaître sans souffrir. Mourir en s'endormant représente une modalité douce, qu'elles choisissent souvent et d'autant plus facile à mettre en œuvre que les tranquillisants sont banalisés et facilement disponibles. La mort est-elle toujours visée ? Selon Xavier Pomeroy, là je cite son ouvrage page 42, l'absorption massive de calmants ou de somnifères réalise une représentation métaphorique de la mort, comme un sommeil éternel, et du repos transitoire, comme un sommeil réparateur. Il s'agit d'une mise entre parenthèses, laissant le destin décider si l'arrêt sur image sera momentané ou définitif. Ou bien je me réveillerai et les choses auront changé, ou bien je ne me réveillerai pas et peu importe ce qu'il adviendra. L'emploi des médicaments antalgiques ou antipyrétiques vise, dans un contexte suicidaire, à calmer l'esprit enfiévré ou encore à ne plus penser, ce qui permet une subtile disparition spécifiquement féminine. Les tailladages et les scarifications, fréquentes chez les filles, annoncent ou accompagnent de nombreuses tentatives de suicide. Ces incisions faites à l'aide d'objets tranchants divers rappellent les scarifications rituelles des sociétés traditionnelles, même si elles n'ont d'initiatique que l'apparence. Les phlébotomies semblent utilisées comme une saignée visant à purger le corps d'un excès de tension ou à dévier la souffrance intérieure vers une blessure extériorisée et maîtrisée. Je vais m'interrompre et je vais reprendre dans un deuxième enregistrement.